De retour à question d'actualité, où sont rendues les voitures volantes qu'on nous avait promises? La révolution technologique se limite-t-elle à des tweets de 140 signes et à la cacophonie sur les réseaux sociaux? Derrière cette boutade se cache une idée troublante. Le progrès technologique, loin de s'accélérer, aurait ralenti. Depuis les années 1980, nos vies quotidiennes n'ont pas fondamentalement changé. Les innovations sont devenues plus superficielles que révolutionnaires, à l'exception de certaines, bien sûr, et concentrées sur des écrans plutôt que le monde réel. Sommes-nous encore capables de bâtir de grandes choses, d'imaginer un futur matériel audacieux, ou nous contentons-nous d'améliorer sans cesse les outils de communication et de consommation? Pour en parler, nous recevons Martin Hainaut, entrepreneur en résidence en chef au Santec. Monsieur Hainaut, bonjour et bienvenue. Bonjour. Sujet épineux, j'avoue que ça va à l'encontre de ma propre conception de la technologie. J'ai l'impression que depuis ma naissance, justement, dans les années 80, les choses ont avancé rapidement. Mais quand on y pense, au final, on a des téléphones dans nos poches qui sont des mini-ordinateurs, mais on avait déjà des ordinateurs dans les années 80, on avait des téléphones, on a simplement une version très améliorée de ceci. On n'a pas d'avion hypersonique, supersonique, je devrais dire, à portée de main. Ça existe, mais ça coûte trop cher, puis il n'y a personne qui l'utilise ou presque. Le Concorde, je pense, a été mis au rencard depuis au moins 20 ans. Les trains à haute vitesse, il y en a quelques-uns en Asie, là, oui, mais clairement en Occident, en Europe, du moins, il y en a quelques-uns, mais bon, pas plus. Les voitures volantes, on n'y pense même pas. Le trafic n'a pas disparu. Nos voitures sont essentiellement les mêmes qu'à l'époque, mais améliorées, là, connectées et tout. Est-ce qu'il y a eu, en gros, une déception technologique quand on parle de progrès technologique? Finalement, on ne l'a pas eu ce qu'on pensait avoir. C'est drôle que tu m'avais écrit sur ce sujet-là. Ma pensée première a été, tu viens de décrire beaucoup ma vie et toutes les fois où je me suis senti déconnecté parce que je comprenais pas pourquoi que la société n'avançait pas au rythme technologique qu'on pourrait. C'est que je suis très d'accord que la technologie et l'innovation ont pas avancé aussi vite qu'on aurait pu. Mais je pense qu'il y a beaucoup de causes autour de ça qui peuvent l'expliquer. Mais les causes sont-elles purement financières ou est-ce que quelque chose d'autre, dans le sens, est-ce que ça coûte trop cher, là, pour le dire dans un langage simple, ou il y a quelque chose de plus qui fait que ça accroche, si je peux dire? Mais premièrement, on a bâti un système capitaliste anti-innovation. C'est sûr que les marchés boursiers ne récompensent pas l'innovation, ils récompensent les profits, la profitabilité et la recherche et développement. Ça se planifie pas d'un trimestre à l'autre. Puis l'innovation a été tuée énormément par des gros conglomérats à travers les années, que ce soit des nouvelles batteries, des nouvelles technologies. Un joueur comme Kodak qui rachète toutes les technologies jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y en a une qui réussit à émerger parce que les Kodak, c'est eux qui ont inventé les caméras digitales à la base, puis c'est ça qui les a tués en bout de ligne parce qu'ils ont mis sur tablette. Mais il y a déjà ça, puis il y a aussi la capacité humaine à changer, que même si ça change pas aussi vite qu'on voudrait, on est pas mal proche de ce que les humains sont capables d'absorber comme changement sur une perspective annuelle. Vous avez dit les marchés ne récompensent pas l'innovation. J'allais dire c'est contre-intuitif, là. Je regarde les valorisations de Anthropic et OpenAI, par exemple. Je regarde les valorisations d'NVIDIA, Apple et compagnie, et c'est stratosphérique en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est sûr que les dernières années, ça a changé un petit peu, mais là, on parle effectivement, encore une fois, de très, très, très gros joueurs créés d'un coup, qui, historiquement, ont pas vraiment livré les promesses quand ils vont être financés à ces niveaux-là. Puis quand on est rendu à pitcher de l'argent de façon stratosphérique, on est obligé de se rapporter à bien du monde que eux veulent du progrès. Donc, la notion de l'innovation, de faire des erreurs, d'essayer, on peut penser à Magic Leap il y a quelques années qui avait promis des lunettes de réalité augmentée pour un prix très bas avec une qualité complètement hallucinante. Même encore aujourd'hui, s'il y avait ce qu'ils promettaient il y a 10 ans, ça serait incroyable. Ils ont levé des milliards, ils n'ont jamais été capables de le livrer fonctionnel parce que ils ont systémiser d'une certaine façon leur processus. Ils ont commencé à faire plus de préparation pour les board meetings que pour faire de l'innovation pure et dure. Et tranquillement, ça fait en sorte que les joueurs très financés, souvent, il y en a qui restent, mais souvent, ils vont tomber puis ils innovent de moins en moins à mesure qu'ils grandissent.
Est-ce que c'est possible que, bon, vous avez parlé de financement ici, les startups, les nouvelles pousses, les entreprises qui voudraient potentiellement ou qui proposent des nouvelles technologies révolutionnaires, au final, se préparent plus à pitcher, entre guillemets, à présenter leur idée pour obtenir du financement qu'autre chose pour finalement ne rien livrer ou du moins livrer qu'une version partielle de ce qu'ils promettaient au départ. Est-ce que le modèle de financement dans Silicon Valley, là, on parle du VC, le Venture Capitalism ou Venture Capitalist, et le Private Equity sont des modèles de financement au final, ne donnent pas grand-chose en termes de révolution technologique, mais plutôt, c'est en fait un outil de financiarisation supplémentaire qui, pour le commun des mortels, n'ajoute à peu près rien en termes de valeur ajoutée à leur vie, en termes de produits et de progrès technologiques? Ben, ça crée des nouveaux besoins des fois, ça nous rend accro à scroller. Mais effectivement, le modèle du capital de risque qui est basé sur un retour en dedans de 10 ans maximum, selon la durée de vie des fonds, et souvent, si on parle de 6 à 7 ans, quand les fonds existent depuis quelques années déjà, ce qui fait en sorte que le fonds s'attend de refaire fois 10, fois 20, fois 30 son investissement en 5, 6, 7 ans. Donc, leur priorité n'est pas d'innover plus, c'est de faire plus d'argent plus vite. Et fondamentalement, c'est un modèle qui ne fonctionne pas au Canada parce que notre économie est une économie de PME et pas une économie de grande entreprise. C'est qu'on finance à mort des projets avant même que ces projets aient fait une vraie validation commerciale puis aient vraiment commencé à vendre, dans l'espoir qu'à un moment donné, ils vont faire un retour. Puis s'ils en font pas, c'est pas grave, on va en scraper 10 parce qu'il y en a un qui va fonctionner dans la gang. C'est pas un modèle très bon pour l'innovation. Ben, quand vous dites faire de l'argent ici, là, j'ai l'impression qu'il faut spécifier que c'est pas des revenus basés sur les opérations de l'entreprise, mais c'est seulement acheter à un certain prix et vendre beaucoup plus haut par la suite, ce qui est en général une vente basée sur le potentiel de l'entreprise, parce que celles-ci ne font pas nécessairement toujours beaucoup d'argent, quoique bien sûr les Google, Apple et Microsoft de ce monde, au final, ont été très rentables, immensément rentables même. Mais quand on parle de faire de l'argent dans le monde de l'investissement dans les nouvelles technologies, est-ce qu'il y a énormément de spéculation finalement, et ce qui, à mon avis, peut nuire à l'innovation réelle? Effectivement, il y a énormément de spéculation. Puis, tu sais, les joueurs que tu as nommés, les Microsoft, les Google, généralement, on parle d'une compagnie sur 1 million qui se rend à ce stade-là. Mm-hmm. Ça veut dire que tu as 999 999 compagnies qui ne vont pas se rendre à ce niveau-là et tout le monde se compte l'histoire que peut-être ça va être eux, le ou la chanceuse qui va y arriver. Puis souvent, dans les universités également, la façon qu'on valorise l'innovation, c'est soit on dit qu'il faut absolument que ce soit commercialisé, qui ne devrait pas nécessairement toujours être le cas, ou dans des buts de publication, de recherche pour avancer sa carrière, et non dans une perspective globale de dire on veut faire avancer un domaine. Puis mondialement, les universités souvent ne collaborent pas toujours. Les chercheurs le font beaucoup, mais à leur niveau, ce qui fait en sorte que les mêmes recherches sont faites un peu partout dans le monde continuellement au lieu de se concerter puis de faire avancer des sujets comme aller sur Mars ou des voitures volantes. Je ne dis pas que c'est ça le but ultime, mais ça prendrait une concertation mondiale très forte pour arriver à ce genre de but-là. J'allais dire, est-ce qu'on a cessé d'imaginer un avenir radieux? Toute la science-fiction aujourd'hui semble parler d'un monde futur dystopique, tandis que la science-fiction des années 50, 60, 70 même peut-être, bon, il y avait des invasions extraterrestres, là, mais il y avait aussi un monde justement là, de voitures volantes et de voyages sur Mars pour le commun des mortels, ou même aller en vacances sur la Lune. Bon, c'était peut-être exagéré, mais ce que je veux dire, c'est qu'on dirait qu'il y a un changement de vision où à l'époque, on voyait un avenir radieux, on voyait pas les limites du progrès technologique, tellement ça semblait phénoménal. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on se penche vers l'avenir, on se dit c'est soit Terminator, donc Skynet qui détruit la planète, ou bien des pandémies qui ont été créées artificiellement par des machines, ou du moins ça finit toujours en guerre avec les machines. Est-ce que notre psyché a changé? Et donc finalement, on ne pense plus à un avenir radieux. C'est un peu pour ça que la technologie stagne. Mais c'est sûr que dans ces années-là, premièrement, ils se foutaient pas mal de l'impact environnemental, ou même s'ils s'en foutaient pas, ils pouvaient même pas le comprendre.
Si on prend tout qu'est-ce qui est le Teflon, le Gore-Tex, toute cette famille-là de produits maintenant qu'on connaît qui avait des produits extrêmement chimiques. Depuis les années 60, ils savaient qu'il y avait des produits chimiques, mais c'était pas si important que ça. C'est que l'innovation, en temps de guerre, dans la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont fait progresser immensément l'innovation mondialement, les Américains aussi et tout. C'est quand que tu te pitches avec énormément d'argent puis énormément de collaboration sur un but ultime, l'innovation peut avancer très, très, très vite, surtout quand que tu te fous des enjeux moraux et environnementaux. Je pense qu'on a réalisé aussi qu'aujourd'hui, faut arrêter d'innover juste pour innover. Moi, l'intelligence artificielle me fait peur sur le fait que on est en train de créer un paquet de centrales nucléaires mondialement juste pour pouvoir avoir de l'intelligence artificielle fonctionnelle. Amazon est rendu qu'ils bâtissent eux-mêmes des réacteurs nucléaires. C'est fou de penser qu'on se met encore plus à consommer pour réussir à avancer quand on sait les effets désastreux que ça a. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus prêts justement à avancer, peu importe l'impact que ça a sur la société. Justement, vous parlez d'intelligence artificielle. Quand on fait le constat qu'on vient de faire, ce qui veut dire qu'en gros, la technologie va peut-être pas donner le présent qu'on pensait avoir 30, 40 ou 50 ans. Et là, on pense à l'intelligence artificielle et toutes les promesses qu'on nous fait. Et du moins, qu'à mon avis, qu'on regarde comment on utilise l'intelligence artificielle, du moins pour le commun des mortels, en gros, résume un PDF ou rédige-moi un texte, fais mes devoirs à ma place. On dit, ouais, encore une fois, c'est pas révolutionnaire. Est-ce qu'il faudrait peut-être, être plus réaliste envers les promesses de l'IA? Ce qui voudrait dire aussi potentiellement pour les investisseurs, attention à la bulle. C'est clair qu'il y a une immense bulle. C'est là que je disais, le modèle capitaliste va faire en sorte qu'il va y avoir un autre crash, parce qu'il y a eu d'autres bulles en IA, pas aussi grosses dans le passé, comme en réalité virtuelle et dans d'autres technologies. Mais le après-bulle fait en sorte que les investisseurs qui se sont fait brûler, ils disent tout, faut plus investir là-dedans. Puis c'est là aussi que ça ralentit énormément l'innovation parce qu'il n'y a plus d'argent, parce que leur but qui était complètement surréaliste du départ ne se sont pas avérés. Je pense que l'intelligence artificielle va pas disparaître. Ça avance à une vitesse grand V actuellement, mondialement. Puis, il y avait besoin de données pour pouvoir le faire avancer plus. Puis là, la planète beaucoup contribué à donner plus de données dans les 2 dernières années. Mais réalistiquement, j'ai de la misère à voir comment qu'économiquement ça va réussir à fonctionner quand les compagnies perdent des milliers de dollars par user actuellement. Oui, tout à fait. On a aussi l'impression que le progrès technologique essentiellement en ce moment est numérique. Donc ça se fait en ligne, encore une fois, par l'entremise d'un écran. Je reviens aux voitures volantes. Là. C'est un exemple qui est peut-être pas le meilleur, mais qui est évident dans la tête des gens, je crois. Ce que je veux dire, c'est que le progrès semble être purement numérique, alors que le progrès physique, il y en a très peu ou à peu près pas. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Ou est-ce que je me trompe? Peut-être qu'il y en a du progrès physique si je ne le vois pas. Mais tu sais, des voitures volantes, ça fait longtemps que j'en vois. Il y a même une compétition en Angleterre de voitures volantes depuis une dizaine d'années ils sont fonctionnels. Là. C'est pas au niveau des Jetson, mais des voitures capables de voler un peu comme des drones, puis capables de se piloter comme une voiture, ça existe. Mais concrètement, nos infrastructures sur Terre sont pas pensées pour ça. Donc, de penser à comment changer nos villes, quand que ça coûte des milliards creuser un tunnel maintenant, imaginez de penser... Oui, c'est tout pour la SAC. Imaginez de penser que tous les Québécois mettent leurs voitures de côté, puis on les remplace toutes par des voitures volantes avec une nouvelle infrastructure. Tu sais, le coût est beaucoup trop grand. Et l'avantage aussi, tu sais, quand tu y penses, d'avoir les voitures dans le ciel, on n'aura plus de soleil si le trafic se fait dans le ciel. C'est que, tu sais, ça n'a pas réglé nécessairement de problème. Tant qu'on n'est pas capable d'aller sur d'autres planètes avec ça ou autre, sur Terre, il n'y a pas immensément d'avantage à ce que les humains en voiture seule puissent le faire en volant. Quelle est votre vision de l'avenir technologique, là, un avenir radieux? Là, donc, ça ressemblerait à quoi si le progrès technologique ferait des bonds au lieu d'avancées minimes? Ben, je pense
le futur pourrait vouloir dire plus de maladies pour les humains sur Terre, qu'on soit capable d'aller à la pharmacie puis d'avoir les médicaments faits sur mesure pour nous qui nous guérit, que les cancers soient chose du passé, que on soit capable réellement de régler beaucoup des enjeux qu'on vit, de faire en sorte que beaucoup du travail manuel pas intellectuel, dans le sens que le travail manuel répétitif, les gens peuvent se blesser dedans puis qui nécessite peu de formation, ne soit plus là pour que les gens puissent avoir des travaux qui rémunèrent plus et qui sont moins prenants physiquement. Puis je pense que c'est atteignable, ce genre de réalité-là. Le seul enjeu, c'est que ce genre de réalité-là, si les humains sont moins malades, ça veut dire qu'on a besoin d'une autre planète bientôt aussi. C'est que ça ouvre d'autres problèmes quand on rêve à ce genre de rêve-là. Parce que si les humains vivent tous jusqu'à 120, 130 ans, ben, on va manquer d'espace et puis la crise du logement va durer longtemps. Oui, tout à fait. Mais bon, ce qui veut dire qu'on ne devrait pas s'attendre à... Bon, je nommais les avions hypersoniques, une espèce de Concorde qui serait abordable pour tout le monde grâce aux avancements, les transports perfectionnés au point est-ce que l'idée du trafic disparaîtrait puis tout le monde pourrait se déplacer d'un endroit à l'autre sans problème. Peut-être même que plus personne n'aurait besoin de permis de conduire, tout simplement parce que les voitures se conduiraient elles-mêmes, ou ça ne serait pas des voitures, mais ça serait autre chose qui fait que tous les problèmes auxquels on pense aujourd'hui concret et quotidien, mais aussi les grands avancements. Bon, l'avion, clairement, l'électricité ont été je dis l'avion, mais l'électricité en premier était peut-être la grande transformation des 2 derniers siècles en ce qui a trait à l'avancement technologique de l'humanité, mais c'est quelque chose de similaire. Ça, faut oublier, ça se fera pas. Non, je pense que ça va se faire. C'est juste que ça va être plus lent qu'on l'imagine. Il y a une start-up américaine qui s'appelle Boom qui fait un avion supersonique pour les passagers qui veulent le lancer dans les 2-3 prochaines années. Que je crois qu'ils ont déjà fait leur premier vol de test. Les innovations reviennent. Puis l'avantage qu'on a maintenant aussi, d'une certaine façon, c'est d'avoir plus de visibilité sur ce qui se passe mondialement. C'est que les grandes innovations ont une plus grande capacité d'être vues sans être achetées ou sans être cachées. C'est que je pense qu'on va voir de plus en plus de grandes technologies arriver dans les prochaines années. L'intelligence artificielle va nous aider énormément à le faire aussi, mais ça revient à mon point de départ que les humains ont une capacité limitée d'adaptation, puis il faut pas non plus faire en sorte qu'on change tellement vite que les gens se reconnaissent plus, parce que beaucoup de personnes âgées, même aujourd'hui, même des personnes pas si âgées que ça, se sentent complètement dépassées par la technologie. Donc, imaginez si on fait des bonds encore plus forts. Est-ce qu'il y a des pousses, des startups qui ont un potentiel révolutionnaire au Santec? Il y en a beaucoup. Il y a Puzzle Medical qui a levé encore beaucoup d'argent cette année au niveau de l'intervention cardiaque et qui améliorait le taux de survie énormément des gens qui ont certains types de chirurgie. Et il y a Aura Médical qui permet à des enfants quadriplégiques de marcher à nouveau. Il y a beaucoup de compagnies qui travaillent dans le domaine médical à faire avancer les choses, puis même dans le domaine de la technologie et de la stimulation du cerveau pour être capable de faire marcher des gens à nouveau, mais de l'appliquer dans d'autres domaines aussi, comme la construction, d'avoir, comme Géodore fait, des excavatrices qui arrêtent de défoncer les tuyaux et les câbles quand ils creusent et de voir sous terre à mesure qu'on creuse, parce qu'encore aujourd'hui, on se sert de maps mis à jour une fois par année pour pouvoir voir où sont les tuyaux. C'est pour ça qu'on en démolit autant. Mais c'est que, oui, il y a beaucoup de ces innovations-là. Mais ce qu'on essaie de faire, justement, un peu comme Géodore pour les excavatrices, c'est de prendre des problèmes concrets de marché puis de les régler qui vont avoir un impact immense en le réglant, mais sans non plus déstabiliser complètement un marché qui ne sera pas capable de s'adapter. Il nous reste 1 minute, un peu moins en fait. Pourquoi est-ce que vous êtes lancé en tech personnellement? Est-ce que vous vouliez changer le monde, justement?
Personnellement, j'étais Ouais. plus à l'aise avec un ordinateur qu'avec les humains à l'époque. C'était dur pour moi de communiquer clairement avec les humains. C'est que j'ai commencé très jeune à être dans l'informatique, puis je trouvais au début de l'Internet à quel point que c'était magique de pouvoir connecter avec des gens qui me ressemblaient un peu partout sur Terre. Et c'est ça initialement qui m'a intéressé, c'est d'être capable de pas avoir aucun jugement, puis d'être vraiment en train d'échanger et bâtir des technologies qui permettent aux gens d'échanger sans être jugés, sans être critiqués. C'est sûr que ça a changé beaucoup, malheureusement, depuis, mais je crois encore fondamentalement que la technologie peut avoir un impact très positif sur l'humanité. Martin Hainaut, entrepreneur en résidence en chef au Santec, un grand merci. Plaisir. Bonne journée. Bonne journée à tous ceux qui nous écoutent. Merci également à la technique Daniel Fortin. Ici Philippe Labrec et je vous invite à rester sur les ondes de Radio VM.